Bonsoir, la webdiffusion débutera dans 1 minute. Bienvenue à cette webdiffusion offerte par la Société de leucémie et lymphome du Canada qui est intitulée « Un vaccin contre la leucémie myéloïde aiguë ». Notre trio de conférenciers, le Dr Claude Perreault, la Dr Christelle Vincent et Marie-Pierre Hardy, nous parleront des avancées dans la recherche sur la LMA ainsi que sur leurs travaux qui nous permettront d'envisager dans un futur rapproché le développement de vaccins anti-cancer. Il est maintenant temps de débuter la présentation. Je me présente, Nadine Prévost, je suis la directrice des services à la communauté à la Société de leucémie et lymphome du Canada. Je serai la modératrice de cet événement en ligne. Veuillez noter que vous n'entendrez que ma voix et celle des conférenciers. La présentation sera d'une durée de 90 minutes environ, suivie d'une période de questions. Puisque vous êtes en mode silencieux, je vous invite à taper vos questions dans la zone de chat. Nous lirons vos questions à voix haute. La conférence est enregistrée. Il vous sera donc possible de la réécouter sur notre site Internet tout en visionnant la présentation. Nous vous enverrons un courriel lorsque le tout sera disponible. Prochaine diapo. La mission de la Société de leucémie et lymphome du Canada est de trouver un remède contre les cancers du sang et d'améliorer la qualité de vie des personnes touchées et de leurs familles. Prochaine. Nous sommes là pour vous aider. Nous offrons du soutien aux personnes touchées par un cancer du sang tout le long du parcours. N'hésitez pas à communiquer avec nous. Nous offrons une variété de services et de ressources éducatives. Prochaine. Nous avons un programme de soutien par les pairs pour connecter avec quelqu'un qui est passé par là. De plus, notre site Internet regorge d'informations, des feuilles informatifs, vidéos, enregistrements de nos webdiffusions passées, balados, etc. J'aimerais mentionner le Centre de ressources sur la COVID-19. Nous disposons d'excellentes ressources auxquelles vous pouvez accéder pour vous adapter à cette nouvelle réalité. N'hésitez pas à consulter le cancerduSang.ca. Prochaine. Et finalement, nous vous faisons part de notre prochain événement, la Conférence nationale sur la leucémie. Cette deuxième édition, qui aura lieu du 2 au 6 novembre, sera virtuelle. En conférence d'ouverture, nos experts aborderont des sujets tels que la prise en charge de ces soins, la planification du retour au travail et du retour à la vie sociale. De plus, les conférenciers présenteront des outils pour s'adapter à votre nouvelle normalité, qui est de vivre avec un cancer du sang. Vous pourrez ensuite assister à des présentations spécifiques sur la LMA, la LLA, la LLC et la LMC. Je précise que la Dr Josée Hébert, hématologue à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, fera une présentation sur la prise en charge de la LMA. Vous pourrez vous inscrire à toutes les présentations ou seulement aux séances qui vous intéressent. Inscrivez-vous à conférenceleucémie.ca. Prochaine. Il est maintenant temps de vous présenter nos conférenciers de ce soir. Le Dr Claude Perreault est hématologue et chercheur principal à l'unité de recherche en immunobiologie de l'IRIC
et professeur titulaire au département de médecine de la Faculté de médecine de l'Université de Montréal. Il a pratiqué à titre de clinicien jusqu'en 2018 à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, où il a créé le laboratoire d'histocompatibilité et a fondé l'unité de transplantation de moelle osseuse. La Dr Christelle Vincent est titulaire d'un doctorat en biologie moléculaire, a effectué ses études graduées dans le laboratoire du Dr Perrault et a intégré l'équipe en 2018 en tant que conseillère principale de recherche. Marie-Pierre Hardy est détentrice d'un diplôme de maîtrise en sciences biomédicales et agit à titre de conseillère scientifique dans l'équipe du Dr Perrault depuis 2005. Alors, merci d'être avec nous ce soir et la parole est à vous. Bonjour à tous. Alors, merci Madame Prévost de cette aimable introduction. Je suis très content d'être avec Marie-Pierre et Christelle pour vous parler d'un sujet qui me tient à cœur énormément, le développement d'un vaccin contre la leucémie myéloïde aiguë. L'essentiel de la présentation va être fait par Christelle et Marie-Pierre qui vont aborder plusieurs questions comme comment nous est venue l'idée de développer un vaccin contre le cancer, en quoi un vaccin contre le cancer diffère-t-il d'un vaccin conventionnel pour prévenir les maladies, quelles découvertes importantes avons-nous faites et puis pourquoi cette découverte a été faite à Montréal plutôt qu'ailleurs dans le monde, dans les nombreux laboratoires qui travaillent sur le sujet. Et finalement, on ne peut pas échapper à la vedette du jour, notre grand ami, le coronavirus SARS-CoV-2. Alors, on va se demander si ce virus a influencé notre recherche maintenant et s'il va le faire dans le futur. Alors, pour ma part, avant de passer la parole, je voudrais aborder une question. Puis la question que je veux aborder, c'est la leucémie myéloïde aiguë, notre ennemi pour aujourd'hui. À quoi c'est dû? Pourquoi on développe une leucémie myéloïde aiguë? Alors, quand on regarde les causes du cancer, on peut les regrouper en 4 catégories principales. D'abord, les agents carcinogènes, comme le tabac et les rayons ultraviolets. Les agents infectieux, alors on sait par exemple que les bactéries comme Helicobacter pylori causent le cancer de l'estomac et que le papillomavirus cause le cancer du col. Troisième facteur, l'obésité et les facteurs associés, sédentarité et consommation d'aliments hyper transformés. Et quatrième cause, la malchance. Alors, on va parler tout à l'heure des causes biologiques de la malchance. Mais avant d'y arriver, je voudrais insister sur le fait que quand on parle de cancer, évidemment, la première chose à laquelle on pense, c'est de prévenir cette maladie-là. Et la prévention peut avoir énormément d'impact quand on pense, par exemple, à la prévention de l'exposition carcinogène. Alors, on conseille à tout le monde de ne pas fumer, de mettre de la crème solaire quand on va à l'extérieur, de traiter les infections ou de les prévenir, les infections qui peuvent causer un cancer, d'avoir un style de vie santé. Mais ceci fait, il y a un facteur, il y a une cause du cancer sur laquelle on ne peut rien faire du point de vue de prévention, c'est les cancers dus à la malchance. Alors, qu'est-ce que je veux dire quand je parle de malchance? Eh bien, sur cette diapositive qui est un petit peu compliquée, mais qu'on va regarder ensemble et qui nous vient de la Société canadienne du cancer, vous voyez à différents âges de la vie, par exemple de 0 à 14 ans, ici de 50 à 69 ans, vous voyez la proportion des cancers qui viennent, par exemple, du poumon, du côlon, du sein, etc. Qu'est-ce qu'on remarque? Voyez-vous, il y a 2 flèches ici. Qu'est-ce qu'on remarque chez les jeunes de 0 à 14 ans? Et que les cancers les plus fréquents, ce n'est pas des cancers qui sont dus
à l'exposition à des carcinogènes ou à un mauvais style de vie, sont trop jeunes pour avoir fait grand-chose de mal. Alors, les cancers qu'ils ont, c'est des cancers essentiellement dus à la malchance. Et les principaux, c'est leucémie, lymphome, cancer du cerveau. Leucémie et lymphome représentent à eux deux la moitié des cancers qu'on retrouve chez les enfants. Alors, ça illustre bien que, oui, on peut être malchanceux à tous les âges, mais chez les jeunes, où la malchance, c'est la cause du cancer, la leucémie et les lymphomes sont les cancers les plus fréquents. Alors, quand on parle de leucémie myéloïde aiguë, parce que je veux vous parler un peu des causes biologiques de la malchance, on parle de cellules qui produisent les globules rouges, qui transportent l'oxygène dans notre sang, les plaquettes sanguines qui nous empêchent de saigner, les globules blancs qui nous protègent contre les microbes, et les cellules myéloïdes ont une caractéristique très importante. Dans tout notre organisme, dans un corps humain, les cellules qui prolifèrent le plus rapidement, ce sont les cellules myéloïdes. Quelle importance ça peut avoir, ça, le fait que les cellules myéloïdes soient les cellules qui prolifèrent le plus rapidement? Eh bien, pour le comprendre, il faut voir comment se fait la prolifération cellulaire. La prolifération cellulaire se fait par ce qu'on appelle des mitoses. Et dans une mitose, eh bien, on part d'une cellule et puis on arrive à 2 cellules. Mais durant ce processus-là, vous voyez que à l'extrême gauche, dans la cellule qui est à l'extrême gauche, il y a 2 chromosomes qui contiennent de l'ADN. À l'extrême droite, chacune des 2 cellules qu'on retrouve ont aussi 2 chromosomes qui contiennent de l'ADN. Il a fallu faire une copie de chacun de ces chromosomes-là. Alors, faire une copie de l'ADN d'une cellule, c'est pas rien. Quand vous pensez que chaque jour, j'espère que vous ne penserez pas à ça en vous couchant ce soir ou en vous levant demain matin, mais chaque jour, votre organisme fabrique 500 milliards de cellules myéloïdes par mitose. 500 milliards. Alors, si vous êtes fatigué à la fin de la journée, voici une explication très plausible. Et à chaque mitose, nos cellules doivent copier le contenu total en ADN de la cellule qui se divise, qui contient 6 milliards de lettres. Donc, ça fait des chiffres époustouflants, là. Alors, 500 milliards de fois chaque jour, vos cellules myéloïdes copient 6 milliards de lettres dans leur ADN. C'est impossible d'y échapper. Il y a des erreurs de copie qui se produisent. Et ces erreurs de copie, on appelle ça des mutations. Et les erreurs de copie sont le facteur le plus important de beaucoup de types de cancers. Aujourd'hui, on va se concentrer juste sur la leucémie, mais on pourrait dire la même chose de plusieurs types de cancers. Parce que sur cette diapositive, on voit 3 femmes et on voit pour l'ensemble des cancers, on voit l'importance relative, je suis désolé, on voit l'importance relative des facteurs héréditaires à gauche, dans le milieu, les erreurs de copie et à droite, le rôle de l'environnement. Et ce qu'on voit, c'est que si, par exemple, vous regardez les leucémies qui sont représentées par le LK ici, on s'aperçoit que vraiment, les erreurs de copie sont de loin le facteur le plus important. Les facteurs héréditaires et l'environnement ont très peu de rôle à jouer. Donc, ce que je voudrais que vous reteniez de cette introduction, c'est que les leucémies myéloïdes aiguës sont dues à des mutations dans l'ADN, des anomalies de l'ADN, des cellules myéloïdes, qui elles-mêmes arrivent par hasard et qui sont dues à des erreurs de copie.
Voilà, je passe maintenant la parole à Christelle. Merci, Claude. Donc, maintenant que Claude vous a si bien expliqué comment et pourquoi se développent les cancers, on va aborder le sujet qui nous passionne, les vaccins contre le cancer. Mais pour mieux comprendre en quoi consisterait un vaccin contre le cancer, je dois aborder je dois d'abord discuter du fonctionnement d'un vaccin et finalement de sa composition. Donc, quand on parle d'un vaccin, on parle d'abord et avant tout d'un outil qui nous permet de stimuler notre système immunitaire. Et le système immunitaire, en fait, c'est l'ensemble des cellules dont la première fonction est de nous défendre contre les microbes, tels que les bactéries et les virus. Et plus spécifiquement, dans le cas qui nous intéresse, ce sont les lymphocytes T, qu'on voit tout en haut ici, qui vont diriger la bataille contre les agents infectieux. Donc, au moment de rencontrer une cellule infectée, les lymphocytes T vont voir tous ces petits fragments qui seront présentés à la surface des cellules infectées, qui vont faire en sorte que le lymphocyte T va les reconnaître comme étant anormaux et va s'activer pour les éliminer. Ce qui est fascinant avec les lymphocytes T, c'est qu'en plus de pouvoir nous débarrasser des microbes, ils ont la capacité de se souvenir à long terme des envahisseurs qu'on a déjà rencontrés. C'est ce qu'on appelle la mémoire immunologique. Et la mémoire immunologique, c'est la base de la vaccination. Donc, lorsqu'on est exposé une première fois à un virus ou un microbe quelconque, on va développer une réponse immunitaire qui sera, pour la première fois, un peu plus faible et un peu plus lente à se développer, bien qu'on va ressortir vainqueur de cette infection. À cause de la mémoire immunologique, lorsqu'on sera confronté une deuxième fois au même envahisseur, la réponse va être beaucoup plus rapide et beaucoup plus forte. Je m'excuse, j'ai perdu ma souris. Beaucoup plus rapide et beaucoup plus forte que la première fois qu'on aurait rencontré cet envahisseur. Et donc, grâce à la mémoire immunologique, nos réponses sont beaucoup plus efficaces. Et ça, c'est la base de la vaccination. Le but de la vaccination, dans le fond, c'est de se préparer à cette première vague de réponse immunitaire pour que la première fois qu'on va rencontrer cet envahisseur réellement, notre réponse va être extrêmement rapide et extrêmement efficace. Et donc, pour revenir à la question initiale, de quoi serait composé un vaccin? Eh bien, il y a deux éléments essentiels qu'on peut voir dans cette image. Donc, en plus du système immunitaire, qui va jouer un rôle pour combattre les microbes, le vaccin devra contenir un adjuvant et des antigènes. Donc, la première composante qu'on appelle l'adjuvant sert à fournir le signal de danger nécessaire pour le système immunitaire. C'est en quelque sorte ce qui va permettre au système immunitaire de se réveiller. Donc, en effet, la plupart des vaccins vont contenir des morceaux d'agents infectieux qui sont morts ou inactivés et à eux seuls ne sont pas en mesure de déclencher une réponse immunitaire qui est suffisamment forte pour entraîner une mémoire immunologique sans l'aide d'un adjuvant. Et donc, la seconde composante, je l'ai brièvement mentionnée, ce sont les agents infectieux morts ou inactivés, ce qu'on appelle l'antigène. Et donc, l'antigène, ce sont les molécules qui vont être reconnues par notre système immunitaire et c'est ce qui représente la menace contre quoi on veut développer l'immunité. Donc, en résumé, un vaccin devra posséder l'antigène, qui est notre cible, et l'adjuvant, qui est notre stimulateur, qui vont les deux agir ensemble pour activer convenablement notre système immunitaire pour être en mesure de créer une mémoire immunologique. Donc, maintenant, vous comprenez les principes de la vaccination. Je peux vous expliquer la différence entre un vaccin qu'on dit thérapeutique et un vaccin préventif et aborder le sujet de la forme que prendrait un vaccin contre le cancer. Donc, un vaccin préventif a pour but de prévenir l'apparition d'une maladie. Donc, on peut penser par exemple à des vaccins contre le tétanos, la rougeole. En gros, c'est le type de vaccin qu'on connaît le plus et c'est les vaccins qui sont proposés généralement pour prévenir les maladies de la petite enfance. Le vaccin thérapeutique, quant à lui, va traiter une maladie qui est déjà établie, telle que le cancer. Donc, il serait pour le moment impensable de générer un vaccin préventif contre tous les types de cancers parce que chaque cancer a ses particularités, chaque cancer est unique et c'est impossible d'anticiper toutes les possibilités.
De plus, il faut se rappeler que les causes du cancer sont nombreuses et comme Claude l'a mentionné tout à l'heure, la malchance est un gros facteur. C'est difficile de prévoir ce qui va se passer lorsqu'on est sujet à de la malchance comme ça. Nos recherches permettront cependant d'élaborer des vaccins qu'on dit thérapeutiques, qui vont prendre en considération toutes les différences entre les individus et les différents types de cancers. Et en optant pour un vaccin thérapeutique, on sera en mesure de choisir les meilleures cibles à intégrer dans les vaccins selon les individus et selon le cancer. Désolée. Alors, maintenant que vous comprenez comment fonctionne la vaccination, vous vous demandez sûrement d'où vient cette idée-là qu'un vaccin pourrait protéger contre le cancer. Alors, je vais vous parler de 3 arguments qui appuient cette idée-là. Le premier argument vient d'une étude durant laquelle des chercheurs ont remarqué que des souris âgées qui avaient un déficit immunitaire important développaient 10 fois plus de tumeurs que des souris normales. C'est ce que l'on remarque sur le graphique ici, où vous avez sur l'axe vertical le pourcentage de souris qui développent des cancers. Donc, vous voyez ici qu'en général, des souris normales ne développent pas vraiment de cancer, mais que plus les souris souffrent d'un déficit immunitaire important, plus elles vont développer des cancers. En fait, lorsque le système immunitaire est complètement absent, donc lorsque le déficit immunitaire est très important, on voit que 82% des souris développent des cancers, donc c'est vraiment énorme. Maintenant, le deuxième argument qui montre que notre système immunitaire peut nous protéger contre les cancers vient d'une grande étude qui a été faite chez plusieurs patients humains. Et là, dans cette étude-là, les chercheurs ont étudié la composition de différentes tumeurs. Ils ont d'abord remarqué que certaines tumeurs contenaient beaucoup de lymphocytes, donc beaucoup de cellules du système immunitaire. Non, je ne sais pas si vous voyez ma souris, moi je ne la vois pas. OK, donc certaines tumeurs contenaient beaucoup de cellules du système immunitaire, donc donc les lymphocytes étaient abondants. Les lymphocytes sont représentés ici sur les photos par les points bruns. D'un autre côté, il y avait des tumeurs pour lesquelles les lymphocytes étaient très rares et donc même presque absents, et on a nommé ces tumeurs-là des tumeurs froides. Alors, ce que les chercheurs ont remarqué, c'est que les patients qui avaient des tumeurs chaudes, donc dans lesquelles il y avait beaucoup de cellules du système immunitaire, ils avaient un pronostic favorable et une survie à long terme qui était meilleure. C'est ce qui est représenté sur la courbe de survie qui est ici à droite, où vous avez le pourcentage de patients qui survivent au cours du temps, le temps qui est échelonné en nombre de mois ici. Donc, vous voyez que les patients qui ont une tumeur froide sont représentés par la courbe en bleu, survivent moins bien que les patients qui ont une tumeur chaude qui sont représentés par la courbe en rouge. Finalement, le troisième argument qui nous montre que le système immunitaire peut vraiment nous protéger contre le cancer, eh bien, il existe maintenant des molécules qui sont commercialisées et qui agissent à titre de stimulant du système immunitaire. Ces molécules-là permettent une amélioration de la survie chez 20 à 30% des patients qui sont atteints de certains cancers, dont malheureusement la leucémie ne fait pas partie. Par contre, je dois vous dire, alors, pourquoi ça fonctionne? Eh bien, parce que les cellules tumorales, elles sont capables de détourner en quelque sorte le système immunitaire pour éviter d'être attaquées et détruites. Donc, la tumeur déclenche des mécanismes qui inactivent les cellules immunitaires et plus particulièrement les lymphocytes T qui sont alors incapables de monter une réponse adaptée pour lutter contre les cellules cancéreuses. Alors, les traitements dont il est question ici permettent de débloquer en quelque sorte ces mécanismes-là, donc ce qui a pour effet de réactiver le système immunitaire et donc qui peut alors lutter contre les cellules cancéreuses. Sur la figure ici, vous avez encore une fois une courbe de survie d'une cohorte de patients qui
sont atteints d'un cancer du poumon et vous avez leur survie, encore une fois, en fonction du temps. Et les patients qui ont reçu le stimulant immunitaire sont représentés par la courbe bleue et on voit que leur survie est meilleure que les patients qui n'ont pas reçu ce traitement-là, donc qui ont reçu une chimiothérapie standard, qui sont représentés par la courbe en vert. Pardon. Alors, maintenant que, bon, j'espère vous avoir bien convaincu que votre système immunitaire est une arme de taille contre le cancer. Alors maintenant, on va se poser la question, quelle serait la composition d'un vaccin anti-cancer? Alors, ce vaccin-là posséderait les deux composantes qui ont été mentionnées plus tôt par Christelle, soit l'adjuvant, qui est la molécule qui va envoyer le signal d'alerte au système immunitaire, et l'antigène. Donc, dans le cas d'un vaccin anti-cancer, ce que l'on doit faire, nous, dans le laboratoire, c'est identifier des antigènes qui sont spécifiques pour le cancer. Alors, comme Claude l'a mentionné au début de la présentation, les cellules cancéreuses ont des anomalies dans leur ADN qui proviennent la plupart du temps d'erreurs de copie lors de la mitose ou de la division cellulaire. C'est une caractéristique que possèdent toutes les cellules cancéreuses. Alors, comment le système immunitaire arrive-t-il à détecter ces anomalies dans l'ADN, donc l'ADN anormal des cellules cancéreuses? Pour répondre à cette question-là, il faut expliquer la relation entre l'ADN et les peptides, qui sont en fait ces fameux antigènes que l'on cherche, nous, au laboratoire. Alors, en gros, on peut voir l'ADN, qui est ici, comme un grand livre de recettes qui contient toute l'information nécessaire pour produire plusieurs recettes. Dans le cas de l'ADN, ces recettes-là seraient représentées par des protéines. Qu'on appelle les protéines, c'est les molécules qui ont une fonction précise dans la cellule et on les compare ici à des biscuits au brisure de chocolat. Une fois que la cellule a fabriqué une protéine, elle va en dégrader une partie qui vont être présentées à la surface de la cellule sous forme de peptides. Vous les avez juste ici. Et les peptides, on peut les comparer à des miettes de biscuits. Alors, si on revient aux anomalies dans l'ADN, vous comprenez que quelques modifications dans la recette vont avoir un impact significatif sur le produit final qui est la protéine et qu'on a représenté juste ici comme un gâteau. Alors, en fait, même si la recette est suivie à la lettre, les modifications dans l'ADN vont donner une protéine qui sera un peu différente. Alors, la conséquence de ça, eh bien, c'est que les peptides qui vont être générés par les bouts d'ADN qui portent ces anomalies et qui sont présentés à la surface de la cellule cancéreuse, donc on a représenté ici le peptide qui provient des anomalies en rouge, ils vont être reconnus comme étant anormaux par les lymphocytes T, qui vont alors s'activer et donc vont pouvoir tuer les cellules cancéreuses exactement comme elles l'auraient fait dans le cas d'une cellule qui est infectée par un virus, comme vous l'a expliqué Christelle un peu plus tôt. Notre priorité au laboratoire, c'est simple. Ce que l'on veut faire, c'est identifier des peptides spécifiques au cancer, qu'on appelle aussi antigènes cancer spécifiques ou ACS. Et le but ultime, ce serait d'utiliser ces ACS-là dans des vaccins qui seraient efficaces à long terme. Donc, je pense que Marie-Pierre, vous avez très bien expliqué le chemin de l'ADN vers des antigènes cancer spécifiques, mais concrètement, comment cherche-t-on des antigènes cancer spécifiques dans le but de les utiliser comme cible dans un vaccin? Bien, chercher des ACS ou des antigènes cancer spécifiques requiert plusieurs champs d'expertise. D'abord, la génomique. La génomique, c'est ce qui nous permet d'étudier le matériel génétique de nos cellules cancéreuses, et plus spécifiquement, dans le cas qui nous intéresse, l'ARN qui est présent dans nos cellules. Et donc, si on retourne à notre analogie avec les gâteaux, la génomique va nous permettre de trouver toutes les recettes qui sont présentes à l'intérieur de notre cellule cancéreuse à un moment spécifique. Mais à elles seules, elles ne nous donneront pas vraiment d'indication à savoir qu'est-ce que seraient les bonnes cibles ou les bons ACS
à cibler sur les cellules cancéreuses. C'est ici qu'un deuxième champ d'expertise entre en ligne de compte, c'est la chimie, et plus spécifiquement la spectrométrie de masse. Cet appareil nous permet de faire l'identification de tous les peptides qui sont présents à la surface d'une tumeur. Et encore une fois, si on retourne à notre analogie, nous permettrait d'identifier tous les petits fragments, toutes les miettes de ces desserts qu'on voit ici à l'écran. Donc, maintenant qu'on a nos recettes et nos miettes de dessert, il faut maintenant trouver une façon de les associer un à l'autre pour avoir une idée claire de ce qui se passe à l'intérieur de nos cellules. Et c'est ici que les analyses informatiques entrent en jeu. Donc, grâce à l'informatique, on est en mesure de créer des bases de données grâce à toutes les recettes qu'on aurait identifiées par la génomique. Et c'est cette base de données qui va permettre au spectromètre de masse d'associer les fragments des desserts à une recette pour nous donner une indication de quel ACS on pourrait avoir à l'intérieur de nos cellules. Maintenant, vous comprendrez que ce que l'on met à l'intérieur de ces bases de données est d'une très grande importance. Par exemple, pour être en mesure d'associer correctement nos recettes de biscuits à des miettes de biscuits, c'est important d'avoir toute l'information nécessaire dans notre base de données. Par contre, pour éviter d'intégrer du bruit de fond, ce ne serait pas très intéressant d'avoir des recettes, par exemple, de plats principaux ou une recette de lasagne quand on n'a pas de petits fragments de lasagne qu'on a identifiés par la spectrométrie de masse. Et donc, la recherche des ACS en ce moment suscite un très grand intérêt dans la communauté scientifique. À l'IRIC, on est extrêmement chanceux d'avoir toutes ces spécialités réunies sous un même toit. Ça nous donne l'opportunité d'avoir un niveau de communication qui est inégalé, ce qui contribue grandement au succès de notre approche. Et bien que la génomique, la spectrométrie de masse et l'informatique soient des outils qui sont utilisés par plusieurs groupes pour identifier des ACS, on a développé une approche qui est vraiment unique. Donc, en quoi notre approche est-elle si différente de celle des autres? Bien, un peu plus tôt, Marie-Pierre vous a expliqué que les ACS proviennent d'anomalies dans l'ADN des cellules cancéreuses. L'ADN, c'est quelque chose qui est extrêmement vaste. Et lors du séquençage du premier génome humain en l'an 2000, il a été déterminé que seulement 2% de notre ADN avait le potentiel de donner des protéines et donc des peptides, ces fameux petites miettes de biscuits. Et donc, le reste de l'ADN, 98% qu'on voit en bleu, a été qualifié d'ADN non codant et même d'ADN poubelle. Donc, lors de notre première étude, dans une première phase, on a construit notre base de données en intégrant seulement de l'ADN qui provenait des séquences, c'est-à-dire qui provenait de l'ADN codant. Et malheureusement, nos recherches d'ACS ont été complètement infructueuses. Et puis, ces dernières années, de plus en plus de travaux nous ont permis d'apprendre qu'en réalité, l'ADN non codant n'est pas un ADN poubelle, donc n'est pas si négligeable que ça dans les études et doit être pris en considération. On a donc émis une hypothèse un peu farfelue. Et si les ACS ne provenaient pas de l'ADN codant, provenaient plutôt de l'ADN poubelle. En réalité, on s'est dit qu'en regardant seulement dans l'ADN codant, on faisait un peu comme cet homme ici dans cette bande dessinée qui recherche sa pièce de monnaie qui a échappé 2 rues plus loin à cet endroit parce que la lumière est meilleure à cet endroit-là. Donc, on ne cherchait pas nécessairement à la bonne place. Et donc, ce qu'on s'est rendu compte dans la deuxième phase de notre premier projet, c'est qu'en réalité, l'ADN poubelle était une excellente source d'antigènes cancer spécifiques, contrairement à l'ADN codant. Et donc, on a analysé des cellules cancéreuses qui provenaient autant de la souris que de l'humain. Et on a été en mesure de déterminer que 90% des antigènes cancer spécifiques qu'on a identifiés provenaient de cet ADN non codant qu'on voit en gris. Donc, c'est donc dire que 36 des 40 antigènes qu'on a identifiés dans ces 2 modèles n'auraient pas été identifiés normalement si on avait analysé seulement des séquences qui provenaient de l'ADN codant. Ce qu'on a voulu faire par la suite, c'était de valider que les ACS étaient capables d'induire des réponses immunitaires qui permettaient l'élimination des cellules cancéreuses.
Donc, on a utilisé des antigènes cancer spécifiques qu'on avait identifiés chez la souris. On a immunisé, donc on a vacciné nos souris contre ces antigènes, puis on leur a injecté des cellules cancéreuses. Ce que vous pouvez voir dans le graphique en bas ici, c'est ce qu'on appelle une courbe de survie. Donc, vous avez le pourcentage de survie des animaux comparé dans le temps. Ce qu'on voit dans la ligne bleue, c'est les souris qui n'auraient pas été vaccinées contre aucun antigène cancer spécifique. C'est notre contrôle. Donc, on peut voir que les souris meurent assez rapidement de la maladie. Par contre, les lignes rouges et les lignes bleues montrent clairement que la vaccination permet de prolonger la survie des animaux. Et même dans le cas de la ligne bleue que vous voyez juste ici, 100% des animaux vaccinés ont survécu suite à l'injection des cellules cancéreuses. Donc, non seulement on a été en mesure d'identifier des antigènes cancer spécifiques qui provenaient d'une source encore inexplorée, mais on a été en mesure de démontrer également qu'on est capable de générer des réponses anti-cancer lorsqu'on fait une vaccination chez la souris. Alors, depuis cette découverte, évidemment, on a voulu aller voir si on pouvait trouver des ACS dans différents types de cancers. Maintenant, je vais vous parler de ce qu'on a découvert comme ACS dans la leucémie myéloïde aiguë et dans d'autres types de cancers qu'on a étudiés aussi. Donc, dans les leucémies myéloïdes aiguës, on a découvert un total de 58 ACS. Et 86% de ces ACS, donc 50 sur 58, comme vous le voyez ici en brun, proviennent des régions non codantes du génome, ce qui confirme nos premières études que Christelle vient de vous décrire. Donc, ce qui est incroyable avec cette découverte, c'est qu'on est les seuls au monde à avoir trouvé autant d'ACS dans la leucémie myéloïde aiguë. En fait, il y avait juste un seul ACS qui avait été découvert jusqu'à maintenant. Nos travaux ont également permis d'identifier 118 ACS dans d'autres types de cancers, donc le cancer ovarien et le cancer du poumon. Et vous voyez qu'encore une fois, la majorité de ces ACS proviennent des régions non codantes du génome. On a aussi des études en cours dans d'autres types de cancers, notamment le cancer du sein, les leucémies lymphoblastiques aiguës et les lymphomes. Donc, bien sûr, notre recherche des ACS est loin d'être terminée, mais quand même, vous voyez qu'on se rapproche petit à petit de notre objectif, qui est un vaccin anti-cancer. Alors, quelles sont les caractéristiques d'un bon ACS? Dans le laboratoire, on a développé des outils pour nous permettre de choisir les meilleurs ACS en fonction de 2 critères. Le premier critère, c'est la fréquence des ACS dans les tumeurs, c'est-à-dire qu'un bon ACS doit être partagé par le plus grand nombre de patients possible pour permettre la fabrication d'un vaccin le plus efficace possible. Donc, pour expliquer le partage des antigènes, j'utilise la photo que vous voyez ici en haut à droite. Donc, ici, si les antigènes cancer spécifiques étaient des chapeaux, eh bien évidemment, on choisirait de vacciner contre les chapeaux rouges. Le deuxième critère que l'on utilise pour sélectionner les bons ACS, c'est leur capacité de bien activer le système immunitaire et plus spécifiquement les lymphocytes T. Alors, ici, vous pouvez voir que c'est mission accomplie pour notre antigène. Maintenant, vous allez me demander, est-ce que les ACS que vous avez trouvés dans la LMA, donc dans la leucémie myéloïde aiguë, sont bons? Eh bien, d'abord, à l'aide d'analyses informatiques, on a pu démontrer que 94% des patients d'une cohorte de 375 patients leucémiques exprimaient au moins un ACS à la surface de leurs cellules cancéreuses. Ce qui démontre que quand même nos ACS ont un bon niveau de partage, qui est notre premier critère pour sélectionner un bon ACS. Ces mêmes analyses-là suggèrent aussi que les patients qui expriment le plus d'ACS sont ceux qui ont une meilleure survie. Finalement, on a aussi été en mesure de démontrer expérimentalement que certains de nos ACS stimulaient fortement le système immunitaire. Donc, ça, c'est notre deuxième critère de sélection. Alors, ce que ça veut dire, c'est que notre approche, elle permet non seulement d'identifier beaucoup d'ACS, mais en plus, ils ont un bon potentiel thérapeutique.
Donc là, même si je ne peux pas vous voir présentement, je vous entends quand même me demander, ben oui, c'est beau tout ça, mais dans combien de temps on va pouvoir bénéficier d'un vaccin anti-cancer? Alors, avant de répondre à cette question-là, je voudrais, D'abord, je voudrais vous dire qu'à l'IRIC, on a la chance d'avoir une plateforme de commercialisation de la recherche qui se nomme IRICOR et dont le rôle principal, c'est de traduire les découvertes qui sont faites, les découvertes fondamentales qui sont faites au sein des laboratoires de l'IRIC en réelles solutions thérapeutiques. Donc, dans le cas des ACS, IRICOR va se charger d'établir des partenariats avec des compagnies pharmaceutiques qui sont expertes dans la fabrication des vaccins. Cette étape excitante-là, elle est en cours et évidemment, on est vraiment fiers de pouvoir participer à ce processus-là. De plus, comme vous avez pu le constater, nos travaux sur la LMA sont quand même bien avancés. Alors, on est confiant que ce travail-là va pouvoir être testé par le biais d'études cliniques dans environ 2 ans chez des patients. Alors, 2 ans, ça peut paraître long, surtout quand on nous dit que les compagnies espèrent développer un vaccin contre la COVID-19 en 6 à 12 mois. Alors, pourquoi est-ce que c'est plus long pour le cancer? Bien, on peut répondre à cette question-là en faisant des petits calculs mathématiques. Le génome des virus contient environ 30 000 lettres qui sont pratiquement toujours les mêmes d'un virus à l'autre. D'un autre côté, vous avez appris tantôt que le génome humain, lui, est très vaste et il contient 6 milliards de lettres qui sont variables d'un humain à l'autre et donc d'un cancer à l'autre. Ça, ce que ça signifie, c'est qu'un virus, c'est qu'une tumeur est 200 fois 1000 plus 200 000 fois plus complexe qu'un virus, ce qui implique évidemment beaucoup plus de travail. Alors, on a encore beaucoup de pain sur la planche avant d'avoir des vaccins efficaces pour traiter tous les cancers, mais je suis convaincue que nous sommes sur la bonne voie. Donc, je prends la balle au bond de Marie-Pierre qui vous a parlé du développement de vaccins contre la COVID. Et je pense que dans la situation dans laquelle on est présentement, une situation sans précédent, on est en droit de se demander si et comment la pandémie COVID-19 a un impact sur nos travaux. Donc, je pense que comme ce fut le cas dans plusieurs domaines, nos travaux ont effectivement été affectés par la pandémie à la COVID-19. Donc, à court terme, effectivement, les laboratoires ont été fermés, ce qui a bien entendu causé certains retards dans nos activités de recherche. Également, pour être en mesure de développer un vaccin anti-cancer, on se doit de collaborer avec des compagnies pharmaceutiques. Cependant, les compagnies pharmaceutiques présentement se concentrent davantage à développer des vaccins contre le cancer plutôt contre la COVID, c'est-à-dire plutôt qu'un vaccin contre le cancer. Par contre, à moyen terme, on croit que cette course au vaccin sera extrêmement bénéfique pour nous. D'abord, les compagnies pharmaceutiques vont avoir investi beaucoup d'argent dans le développement de plateformes de fabrication de vaccins. Donc, ils vont vouloir rentabiliser ces investissements-là au maximum et ultimement, les plateformes vont pouvoir réutiliser les plateformes de développement. Les compagnies pharmaceutiques, c'est-à-dire, vont pouvoir réutiliser les plateformes de fabrication de vaccins pour développer des vaccins contre le cancer. De plus, jamais la recherche pour la vaccination aurait été aussi rapide et aussi productive. Différents modèles de vaccins sont présentement à l'étude et un vaccin anti-COVID idéal pourrait protéger du virus les personnes les plus vulnérables, ce qui inclut les personnes âgées. Or, c'est connu que la vaccination en général fonctionne moins bien chez les personnes âgées et ce sont également ces personnes qui font le plus de cancers. Donc, le fait d'avoir plusieurs compagnies qui travaillent en même temps pour la même cause, c'est-à-dire développer un vaccin qui serait efficace dans toutes les tranches de la population, permettrait de mieux comprendre ce phénomène et nous aider à sélectionner les meilleurs composants pour un vaccin anti-cancer qui serait efficace même dans une population plus âgée. Donc, on a très bon espoir que tous ces travaux qui sont en cours présentement pour développer un vaccin contre la COVID vont servir de façon générale à la communauté scientifique, mais de façon aussi plus spécifique au développement d'un vaccin contre le cancer.
Et donc, c'est ce qui met fin à cette partie, cette section de questions-réponses que moi et Marie-Pierre, on a animée. On espère qu'on a été en mesure de vous convaincre de l'importance de nos travaux et qu'on a su vous partager un peu notre enthousiasme envers nos plus récentes découvertes. J'aimerais quand même prendre le temps de brièvement remercier tous ceux qui ont collaboré. Je ne les nommerai pas tous, ils sont tous présents sur cette diapositive, mais très rapidement, tous les intervenants du laboratoire de Claude Perrault, Sébastien Lemieux, Pierre Thibault et les plateformes avec qui on collabore dans nos projets. Merci beaucoup à vous trois. C'était une présentation vraiment passionnante, puis votre travail est vraiment incroyable, puis tellement porteur d'espoir. Nous répondrons maintenant à des questions de l'auditoire. Et tel que mentionné lors de l'introduction, je vous invite aussi à poser vos questions dans la zone questions. Au début, j'ai dit la zone de chat. Il serait préférable d'utiliser la zone questions. Donc, on va modérer les questions qui vont entrer par cette porte-là. Donc, une première question. À quel moment... en fait, la première question, je vais commencer par la question la plus fréquente qui nous a été posée par des gens atteints de toutes sortes de formes de cancer du sang. Donc, qu'est-ce que vous voyez comme application possible, entre autres dans la LMC, le myélome, le MDS et le lymphome? A priori, tous les types de cancers peuvent être traités par un vaccin. En théorie, il n'y a aucun cancer qui est inaccessible de ce point de vue-là. Cependant, on a établi les priorités. On établit nos priorités en fonction de 2 critères. Le premier critère, c'est le besoin. Alors, et le besoin, c'est comment on calcule le besoin d'intervention pour un cancer donné. On tient compte surtout d'une chose, le nombre d'années de vie perdues à cause de ce cancer. Alors, par exemple, une leucémie myéloïde aiguë, c'est un type de cancer où le taux de mortalité est relativement élevé et qui touche même des jeunes, des enfants. Donc, ça fait perdre beaucoup d'années de vie. Je compare ça, par exemple, au cancer de la prostate, qui est fréquent chez les hommes, mais qui arrive à un certain âge et qui n'est pas mortel dans la plupart des cas. Alors, donc, c'est sûr que le cancer de la prostate ne fait pas partie de nos priorités. Alors, la LMA, c'était facile de la prioriser en fonction de ce critère-là. Deuxième critère, la disponibilité de spécimens de qualité que nous pouvons étudier. Alors, au Québec, on a la chance d'avoir la Banque de cellules leucémiques du Québec, qui contient des centaines de spécimens de cellules leucémiques de très haute qualité. Et ce sont des spécimens de cette banque-là que nous avons utilisés. Alors, ce sont les 2 critères là, qui actuellement orientent notre priorisation dans les cancers sur lesquels nous travaillons. Merci. Donc, il y a 2 questions très intéressantes qui viennent d'entrer. À quel moment de la maladie allez-vous donner le vaccin thérapeutique? Alors, chaque fois qu'on introduit un nouveau traitement, peu importe la nature du traitement, on l'utilise chez des patients qui ont épuisé les traitements conventionnels. Alors, c'est sûr que les premiers patients chez lesquels on va tester notre vaccin, c'est des patients qui ont été réfractaires à tous les types de chimiothérapie ou à la transplantation médulaire. Alors, ce sont chez eux qu'on va faire nos premières études. Et si les résultats sont aussi bons qu'on l'espère, eh bien, là, notre vaccin va être utilisé de plus en plus précocement dans le décours de la maladie. Dans nos rêves les plus fous,
Le vaccin pourrait même être utilisé comme première ligne de traitement. Mais on n'est pas rendu là. Il devra faire ses preuves en commençant avec les patients qui n'ont pas d'autres alternatives. Parfait. Une question un peu complémentaire en lien avec l'information que vous venez juste de donner. Donc, pour une personne qui a la LMA, une fois que le vaccin va être disponible, est-ce que quel sera le niveau d'efficacité pour éviter une récidive? Alors, ça, on peut pas le prédire. On vous a montré que chez la souris, on pouvait avoir des résultats excellents, mais chez l'humain, les résultats seront-ils aussi bons? On le souhaite, mais on n'en est pas certain à cause d'une chose. Et c'est cette chose-là fait que maintenant, on ne travaille plus sur des spécimens de souris, mais uniquement sur des spécimens humains. C'est quoi le facteur qui me fait peur chez l'humain? C'est que les humains, nous sommes tous génétiquement différents les uns des autres. Alors que les souris de laboratoire sont toutes identiques entre elles. C'est comme des jumelles identiques. Alors, bien sûr, quand un traitement fonctionne chez la souris, eh bien, il va fonctionner chez toutes les souris. L'humain est plus compliqué parce qu'on est tous différents. Alors, on n'a pas la garantie que chez l'humain, l'efficacité va être la même que chez les souris. Et ça, on devra faire nos preuves. Alors, vous savez, ceux qui disent que c'est bon avant de l'avoir démontré, ben, il y a Donald Trump là, qui fait ça, là, mais normalement, on ne fait pas ça. Merci, j'aime beaucoup votre référence. Quel est le nom de cette ACS que vous avez pu isoler? Alors, puisque les résultats dont on vous a parlé aujourd'hui ne sont pas encore publiés, on ne peut pas vous donner la composition chimique, là, le nom précis de ces antigènes-là. Mais c'est une question de peu de temps là, avant que ça soit rendu public. Et j'aimerais peut-être ajouter un complément d'information sur la commercialisation des vaccins qu'on veut développer. Alors, est-ce que Christelle, Marie-Pierre et moi, on va être multimillionnaires si les vaccins fonctionnent? Alors, je veux insister sur le fait que, puisque nous travaillons à l'Université de Montréal, la propriété intellectuelle de toutes nos découvertes appartient à l'Université de Montréal. Alors, quand tout ce qui est monnayable appartient à l'Université de Montréal, qui développe cette propriété intellectuelle à l'IRIC par l'entremise d'IRICOR, dont Christelle vous a parlé. Alors ça, c'est un facteur très important parce que c'est un atout majeur pour nous autres. Parce qu'il fut une époque où les chercheurs faisaient des découvertes et puis là, après ça, ben, des compagnies exploitaient ces découvertes-là sans que le système public qui a généré les découvertes en profite. Alors nous, si nos vaccins sont utilisés, bien sûr, ce sera fait en partenariat avec des compagnies auxquelles on souhaite le plus de profit possible, mais la propriété intellectuelle, donc, sans laquelle rien ne peut être fait, donc une partie des retombées économiques vont à l'Université de Montréal et à l'IRIC, donc à notre système public d'enseignement, et ça, on en est très content. Et au niveau de la production, est-ce qu'on peut s'attendre à un délai important lorsque… Non, ça pour nous, les délais, ça ne sera pas un problème. Parce que, regardez, si je prends le vaccin pour la COVID, eh bien, là, il faut en produire pour 7 milliards d'humains, probablement 2 doses. 14 milliards de doses.
méchant problème. Mais si vous regardez les LMA, et supposons qu'on va parler à l'échelle canadienne. Les LMA, c'est quelques milliers de cas, et les LMA qui ont épuisé les ressources thérapeutiques disponibles, là, on est rendu à pas beaucoup de milliers de LMA. Donc, produire quelques milliers de doses de vaccins annuellement, c'est facile, c'est pas un problème. Autrement dit, c'est pas le même ordre de grandeur, parler de milliers de vaccins puis de milliards de vaccins. Parfait. Merci, c'est très aidant. Une autre question. Est-ce que toutes les cellules cancéreuses vont exprimer un CMH pour présenter les ACS? Ça, c'est une bonne question. Alors, ça, je ne sais pas. Ça, c'est une question de geek ou de nerd. Alors, mais c'est correct, on est habitué. On aime bien les geeks et les nerds. Alors, même, parce que, et c'est une bonne question parce que j'ai dit que les humains étaient tous différents les uns des autres et les cellules cancéreuses, une de leurs caractéristiques, c'est que même chez un patient donné, les cellules cancéreuses ont des petites différences une avec l'autre. Alors, un avocat du diable pourrait nous dire, oui, mais si vous développez un vaccin contre la LMA et que vos antigènes cancéraires spécifiques sont présents sur plusieurs cellules d'un patient donné, il y en a peut-être quelques-unes où il ne sera pas là. Alors, ce n'est pas un problème. Parce que quand les lymphocytes T sont activés contre un antigène, les lymphocytes T produisent plusieurs molécules, dont une en particulier qui s'appelle l'interféron gamma, qui est toxique pour toutes les cellules cancéreuses, entre autres parce que les cellules cancéreuses, pour survivre, ont besoin de ce qu'on appelle des néovaisseaux, des vaisseaux sanguins qui les alimentent. Et l'interféron gamma élimine tous les néovaisseaux qui nourrissent les cellules tumorales. Alors, même s'il y a des cellules tumorales qui n'expriment pas les ACS, à condition que certaines d'entre elles l'expriment, elles vont toutes être tuées par l'interféron gamma et les autres cytokines produites par les lymphocytes. Parfait. Merci. Est-ce que vous vous attendez à de meilleurs résultats avec le vaccin qu'avec les traitements ciblés, comme par exemple le midostaurin, dans la mutation génétique FLT3? Alors oui, on s'attend à de meilleurs résultats parce que quand vous utilisez, et puis en passant, je voudrais dire que même les thérapies ciblées ont besoin du système immunitaire pour fonctionner, mais on discutera de ça une autre fois. Les thérapies ciblées, elles, sont beaucoup plus affectées par l'hétérogénéité des cellules cancéreuses. Alors, si vous avez un médicament qui cible une molécule X et que certaines cellules cancéreuses ne fabriquent plus la molécule X, elles peuvent échapper à votre médicament. Le médicament peut ne plus être efficace. Et c'est ça l'avantage du vaccin. C'est ça l'avantage d'une attaque par le système immunitaire. Parce que quand vous déclenchez une attaque par le système immunitaire attaque les cellules cancéreuses avec plusieurs molécules. Je vous ai parlé de l'interféron gamma, mais il y a aussi le TNF-alpha, la perforine, le granzyme. Bref, c'est comme une polypharmacopée qui va tomber sur les pauvres cellules leucémiques. Plus difficile de résister. Pardon? C'est beaucoup plus difficile de résister à plusieurs molécules différentes qu'à une molécule. Parfait. Merci. On change un petit peu de sujet. Est-ce que ça pourrait être une contre-indication de recevoir le vaccin lorsqu'il sera disponible pour une personne ayant eu une greffe de moelle osseuse? Non. Non. Il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que parfois, après une greffe de moelle osseuse,
les patients ont un certain déficit immunitaire qui normalement se corrige avec le temps, mais durant la première année après la greffe, là, le système immunitaire n'est pas parfait. Et ça fait que la réponse au vaccin durant cette première année-là peut être faible. Cependant, on a prévu le coup et on fait de la recherche. On ne vous a pas parlé de tout, là, mais non seulement sur les antigènes, mais aussi sur les adjuvants. Et je vais juste vous donner un exemple. Prenons un vaccin qui est assez connu, le vaccin contre le zona. Alors, le premier vaccin contre le zona qui a été commercialisé s'appelait le Zostavax. Son taux d'efficacité, c'était 40 à 50 parce que chez les patients plus âgés qui ont un moins bon système immunitaire, il ne fonctionnait pas très bien. Est arrivé le Shingrix. Le Shingrix, ce qui est différent, c'est l'adjuvant. Sauf que le Shingrix a fait passer l'efficacité du vaccin au-dessus de 90 %. Alors, ceci montre que même chez des gens qui ne sont pas des jeunes poulets du printemps, quand on a un adjuvant puissant, on peut déclencher une forte réponse immunitaire. Parfait, merci. Est-ce que le vaccin serait une dose unique ou devrait être pris sur une base régulière, un peu comme le Tasigna avec la LMC? Ouais, alors, normalement, on s'attend à ce que le vaccin, on a besoin de plus qu'une dose, mais pas beaucoup. Je dirais, on vise 2 ou 3 doses. Donc, ce ne sera pas un traitement qui, on ne pense pas qu'on aurait besoin d'un traitement qui serait donné sur une longue période. Parfait. Est-ce que le vaccin sera recommandé pour une leucémie myéloïde aiguë biphénotypée? Aucun problème. Autrement dit, si on regarde, on a déjà évalué la question parce que il y a des banques de données sur les leucémies aiguës qu'on peut trouver à différents endroits. Et on s'attend à ce que les ACS soient même encore plus nombreux sur les leucémies aiguës biphénotypiques que sur les leucémies aiguës myéloïdes pures. Merci. J'ai une dernière question. Est-ce que les résultats seront instantanés ou selon une courbe de gradation? Alors, développer une réponse immunitaire, si on prend, par exemple, les vaccins qui actuellement requièrent 2 doses ou le maximum 3 doses, l'hépatite, on a besoin de 3 doses. Alors, on répond un peu à la première, pas mal plus à la deuxième et puis beaucoup à la troisième. On n'a pas besoin de se rendre plus loin et la réponse commence 2 semaines après la première injection. Donc, injection, réponse immunitaire après 2 semaines, seconde injection, réponse encore plus forte. Et si on a besoin d'une 3e injection, 2 semaines plus tard, on l'administrera. Donc, pas de très, très, très longue période d'attente. Merci. Alors, c'est toutes les questions qu'on avait. D'excellentes questions. Il y a des gens qui ont étudié la question. Il y avait des questions quand même très poussées. Donc, merci beaucoup à vous 3 pour votre temps, pour votre engagement, pour votre passion. Je désire également remercier l'équipe des communications de l'IRIC avec qui nous avons travaillé de concert pour présenter cette conférence. Je veux également remercier notre partenaire AbbVie pour son soutien qui a rendu possible la tenue de cette présentation. Avant de vous quitter, je désire vous rappeler que nous sommes là pour vous. Si vous êtes à la recherche de ressources et ou de soutien, n'hésitez pas à communiquer avec nous en composant le 1-833-222-4884 au poste 1014 ou par courriel à québecinfo@commercial-lls.org. Prenez note qu'un court sondage vous sera envoyé
après cette webdiffusion. S'il vous plaît, prendre un moment pour y répondre, pour nous aider à planifier les événements en ligne futurs et pour identifier les sujets les plus utiles. Merci d'avoir été des nôtres et bonne soirée. Bonjour à tous. Merci, bonne soirée.